อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
No. Oh, oh,
Oh no. Oh.
the U.S. market. This is the Yates news story of the week. Got to assume this gets walked back. Maybe we'll got Trump. So the hard market in the stock market will decline significantly. As far as I'm concerned, yep. This is where that starts. Can I say one last thing before we move on? This is all based on where we are at on Wednesday the 25th at 3:30 p.m. By the time you listen to this on Friday morning, and all bets are off. We would have recorded a very different podcast about 2 hours ago. So, take that as well. Car reviews. I've been in and out of car over and over again, filling all the pros options and the quirks and features. Some cars are easier to get in and out of than others, and with the variety of cars I work with, comfortable pants are a must. Pants make this a comfortable experience for my nether region. I'm thrilled to have Public Rag as a partner, and I'm so excited to try their shorts. Full shorts from Public Rag will elevate my style while being comfortable, and is always my top priority when buying shorts. Public Rag pants deliver comfort for every occasion with unmatched style, whether you're heading to work, grabbing dinner with friends, going on a date night, running weekend errands, or enduring a long day of travel. Public Rag is comfortable enough for the couch, but sharp enough for the city. And for a limited time, you can get 20% off at Public Rag by using the code PARS at checkout. Just head to publicrag.com, use the code PARS, and you're all set. Mention our show, it really helps us out. Upgrade to Public Rag and feel the difference. Next news story. It's Jay Leno. Jay himself is not. And so we're advocating for this bill, which has 35 years, which right now would be, 1990? By the way, originally, but the law here in California was enrolled. It was 30 years maybe, and you could get collector plates. Which happened in whatever it is. And the cars are still on the road. They're still obviously polluting and on the road using the full time. The cars have honestly have this place when I'm like, there's no decanting of this Montana. У меня воз воздымлящий.
Aïe, souris difficile demande l'objectif. L'attaque est parfaitement synchronisée. aïe, Le sommet à venir, aïe. mais la en moniteur et la guerre de Crimée est une victoire pour Napoléon III. Cependant, tandis qu'à Paris et à Londres, on célèbre déjà la victoire de Sébastopol, un dossier brûlant vient gâcher la fête du gouvernement français. À plus de 3500 km des côtes de la mer Noire, les nouvelles en provenance d'Algérie ne sont pas bonnes, car les berbères de Kabylie se soulèvent contre l'autorité coloniale. Emmenés par des chefs déterminés, comme chez Boubegla, Fatma et Soumer, ils veulent profiter du départ de l'armée d'Afrique pour conserver leur indépendance. Napoléon III n'a pas le temps de célébrer son triomphe, la délégation algérienne se retrouve le trône de sa colonie. Ça y est, si Napoléon disait qu'une armée marchait toujours avec son estomac, à chaque soldat, une ration alimentaire a longtemps été un véritable casse-tête pour les généraux. Avant l'invention de la privatisation au XXe siècle, il y a une boîte de conserve et une bouteille n'existait pas non plus. Alors, que ce soit les soldats de la Grande Armée ou ceux de Napoléon III, leur régime alimentaire tournait autour de pain sec et de viande salée. Sans agent de produits chimiques. Même chose pour l'épidémie de la peste et ce que la guerre a suivi. Simplement, En 1855, dans les rues de Paris et de Londres, les foules en liesse célèbrent la chute de Sébastopol, tombée après un de siège. La victoire franco-britannique contre le tsar a demandé la paix, même s'il faut attendre quelques mois avant l'ouverture des négociations. Tous voudraient repartir à l'offensive après l'hiver, France étant plutôt se perçoit ces contraintes de baisser les armes. Le tsar accepte un traité qui consiste à démilitariser la Crimée et à renoncer à sa légendaire flotte en mer Noire. Le rêve de Pierre le Grand et d'un accès aux mers chaudes semble perdu pour toujours, ou du moins pour les prochaines décennies. Maintenant, côté français, quel est le véritable bilan politique et géopolitique de la guerre de Crimée? 100 000 soldats sont morts au cours de l'opération, ce qui en fait un conflit extrêmement coûteux en termes de vie humaine. Pour autant, malgré les larmes des familles endeuillées, l'opinion publique semble complètement conquise par son nouveau souverain. Non seulement la gauche se satisfait de ce camouflet porté au Romanov, c'est-à-dire les défenseurs en chef de la noblesse européenne, mais la droite se réjouit en plus du maintien du rôle de la France en Orient. Si la Russie avait gagné, elle aurait sûrement remplacé les Français dans le rôle traditionnel de protecteur des lieux saints et aurait favorisé les orthodoxes aux dépens des catholiques. C'est un peu l'ironie du sort. L'Église, qui a toujours été en conflit avec les Bonaparte, l'héritier en chef de cette famille tumultueuse, vient sauver leur honneur. C'est une félicitation. Comment dans une situation plutôt que dont sait que son prédécesseur a été séquestré par Napoléon? Comme des Français proposent ainsi son statut de réconciliateur politique. Soutien populaire, une pratique qui aura de beaux jours devant elle.
Malgré l'euphorie des victoires militaires, certains adversaires de Napoléon III ne se découragent pas. C'est le cas par exemple de Victor Hugo, dont nous avions suivi à Fulbert Roussel dans l'épisode 1. La capitale belge. Qu'un malfrat, qu'un criminel, il serait le dernier des hommes et avec Napoléon Ier que son nom. Cette critique acerbe attise rapidement la colère de Paris qui demande au roi des Belges d'exclure le poète, l'obligeant alors à trouver refuge à Jersey. Sauf que là, depuis la plus grande des îles anglo-normandes, Hugo redouble d'efforts pour attaquer le régime impérial. Pignon a beau célébrer la victoire de Crimée, l'ancien député persiste et signe en publiant un recueil intitulé Les Châtiments. Il dépeint l'empereur à travers des poèmes tantôt romantiques, tantôt tragiques, mais toujours à charge contre le nouveau régime. Dire, disent-ils, le coup d'État de 1851 serait un crime, et si Napoléon III peut le commettre, c'est uniquement parce que la France aurait été punie par la main de Dieu. Les deux coups de force des Bonaparte seraient des châtiments, et le fait que les deux empereurs aient été approuvés par plébiscite juste après ne changera rien selon lui. Dans un élan d'eschatologie lyrique, il pense néanmoins que la France connaîtra bientôt son jour de gloire. Après les deux coups d'État viendra le temps de l'expiation, c'est-à-dire de la fin des souffrances et de la purification de l'âme. Cette fin heureuse, selon Hugo, sera la chute brutale et définitive des Bonaparte. Pour l'instant néanmoins, la prophétie d'Hugo n'a pas encore le succès politique qu'on lui connaît. Le Second Empire est fort, très fort, car ses adversaires ont été écartés de gré ou de force et que l'euphorie des victoires rappelle les heures de gloire de la Grande Armée. Et encore, c'est le cas. Suffisant pour faire un allié, mais c'est assez pour connaître son gouvernement. La France et ses idées révolutionnaires qu'on accuse d'avoir enfanté les nationalismes. Comme les partis submersion rouge de cette révolution française. C'est aussi l'intérêt des grandes puissances étrangères. Peut-être parce que pour le jeu diplomatique, elle achève l'esprit du conseil. Ensuite, qui le retourne à défendre l'équilibre de force, la Russie garante du congrès de Vienne se retrouve isolée et l'héritier du tir est remercié par ses voisins. Napoléon III détruit donc l'héritage qui a... Garde criminelle. La France en désolée politique. Elle rencontre une puissance de défense de garantie vis-à-vis des puissances. C'est l'Autriche en rétablit avec elle les relations diplomatiques sans pour autant oublier leur vieille rancune contre les Français. À Berlin, par exemple, personne n'a oublié les humiliations de 1806 et surtout pas Bismarck, l'une des figures les plus en vue après le printemps des peuples. La France n'a véritablement qu'un seul allié potentiel, le Royaume-Uni, avec qui elle... Toujours besoin de Paris. La reine Victoria, malgré toute sa francophilie, ne sera jamais menacée d'invasion par ses voisins de l'Est. La relation est donc cordiale, mais la couronne britannique ne se sent pas solide contre la couronne française. En 1855, Victoria visite quand même la France et Victor Hugo s'offusque de cette cérémonie. Le gouvernement britannique censure le poète à son tour et l'oblige à quitter Jersey pour Guernesey, d'où il restera en exil environ 15 ans. La lutte contre l'Empire pour lui continue, mais l'expression que les Français sont censés recevoir attendra quelques années. Un peu après l'euphorie du triomphe en Crimée, un dossier brûlant revient sur le devant de la scène. Il s'agit ni plus ni moins d'une rébellion d'Algérie dont les conséquences pourraient gâcher l'état de grâce de l'empereur. Car oui, même si les Français ont vaincu Abdelkader, les tenu tête au roi Louis-Philippe entre 1830 et 1847, la victoire n'est pas encore acquise. La plupart des tribus rebelles ont baissé les armes, c'est vrai, mais l'autorité coloniale pénètre encore difficilement dans les régions montagneuses. Et c'est là justement que deux chefs nommés Chérif Boubegla et Fatma El Soumer sont à la Russie.
qui fait les commandes après le départ du maréchal Joux, les hommes demandent des moyens supplémentaires. L'ampleur du soulèvement surprend ses garnisons et les craint. Pour présenter la Kabylie en quelques mots, il s'agit d'une région historique et culturelle située au nord-est des montagnes de l'Atlas, à cheval entre le littoral, Alger, Sétif et Constantine. Elle est notamment traversée par le massif du Jura, dont les sommets culminent à plus de 2000 mètres, et elle est parsemée de forêts, de vallées fertiles et de pâturages. Son climat unique favorise l'agriculture et donc la croissance démographique, et sa géographie facilite clairement la défense. Ainsi, depuis l'Antiquité, les Berbères de Kabylie ont toujours résisté aux influences extérieures. Qu'elles soient romaines, arabes ou françaises, les Kabyles ont conservé une autonomie presque totale au fil des siècles. Ils ont un langage bien à eux, ils ont des traditions politiques bien distinctes, ils ont des systèmes économiques et sociaux bien particuliers qui favorisent leur indépendance. D'ailleurs, juste avant l'arrivée des Français, le Dey d'Alger contrôlait plutôt mal les tribus du Jurjura. Il aurait conseillé aux conquérants de ne pas trop s'aventurer dans ces montagnes sous peine de devoir faire, écrivait-il dans une publication qui est resté étrangers. L'Afrique de se contentait de les diviser, car les Kabyles se font souvent la guerre entre eux, attiser ainsi la tension intracommunautaire. Et un tel calcul cherchait contre la fierté des tribus chez le soutien par des Kabyles. C'est dire en place des politiques d'indépendance, c'est dire à la France est une erreur à pouvoir les trouver. Comme si l'ancien Dey avait parlé dans le vide, les tricolores ont installé des casernes aux abords des montagnes et se sont rapidement retrouvés sous le feu ennemi. 1854, un certain Mohamed Ben Abel Malek, dit le shérif Begla, attaque les clans kabyles ralliés à la cause de la France. Quand on soupçonne ce guerrier d'avoir servi dans les routes d'Abdelkader, c'est bien que son ennemi connaît parfaitement les tactiques de l'armée française. En arabe, shérif désigne un descendant de la famille du prophète de l'islam, notamment chez les musulmans de confession chiite. C'est un statut religieux très important qui lui permet de rallier de nombreuses tribus à sa cause et d'obtenir le soutien d'une certaine Fatma El-Soumer. Celle-ci, connue pour être une descendante de puissants marabouts, c'est-à-dire l'équivalent de saints chez certains musulmans, apporte une dimension quasi mystique à la révolte. Les sources d'éléments de la vie de Fatma El-Soumer sont peu nombreuses, mais d'après les témoignages d'époque, elle aurait formé des troupes de soldats martyrs. La mission de ces volontaires serait assez simple, aller se battre, parfois torse nu, former dans l'islam des médecins de sabre et tenter de s'élancer l'esclave. C'est les femmes pour encourager leurs hommes à la révolte et que celle-ci serait active à l'arrière des lignes. Pour donc faire face à un soulèvement populaire et teinté de dynamique religieuse qui menace d'embraser complètement la Kabylie. Alors, sachant que les renforts n'arriveront pas avant quelques années, le général réagit en mobilisant deux divisions. La première part d'Alger au mois de juin 1854, elle est imitée par celle de Sétif qui lui envoie le pas. Heureusement pour lui, la prophétie de l'ancien Dey s'est révélée plutôt vraie. Les Kabyles se font toujours la guerre entre eux et la France peut directement profiter de ces divisions intra-ethniques pour les manœuvrer. Par exemple, à la fin de l'année, le shérif Belda est capturé puis décapité par des guerriers berbères. Il s'agirait ni plus ni moins d'un règlement de compte, car la tribu qui aurait ce genre d'échange s'inscrit dans le cadre des tentatives de réconciliation mémorielle entre les deux pays qui font parfois la une de nos journaux. Quoi qu'il en soit, 166 ans plus tôt, les troupes de Randon sont bien aidées par leurs alliés berbères qui les aident à pourchasser les clans rebelles dans les montagnes. Les villages insoumis sont volés, de nombreux otages sont capturés et les vaincus sont contraints d'accepter des accords de paix. Quant aux soldats martyrs de Fatma El-Soumer, Randon les fait charger à la baïonnette et les fait tuer les uns après les autres. Il évite ainsi la contagion du soulèvement, mais la chef rebelle parvient à s'échapper. Máme narodeniny. Náš originál zaraží. Želé a hrozienka. V poriadnom kuse čokolády je tu už 50 rokov. Oslavme to spoločne narodeninovou súťažou. Kúpte 3 balenia a vyhráte 4000 eur a ďalších 100 cien. Après la victoire française contre les Kabyles, victoire que l'on sait de courte durée, l'heure est au bilan pour Napoléon III. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 7 de la série précédente, à peu près tous les Français de l'époque pensent que la conquête de l'Algérie est une erreur.
Bonaparte ne fait pas exception à la règle, puisqu'il parle lui-même de boulet attaché au pied de la France et qu'il voudrait bien s'en débarrasser. Cependant, comme c'était le cas pour ses prédécesseurs, assumer la responsabilité d'une potentielle défaite lui coûterait bien plus cher politiquement. Reculer serait pire qu'avancer, et ce, malgré tout exemple de l'opération militaire. Il évite alors de cette situation et veut aborder la question algérienne d'une façon bien différente afin de préserver le prestige de sa couronne. L'opinion publique finit également par développer un imaginaire colonial que l'empereur entend préserver voire encourager. Durant les premières années du Second Empire, la politique française au Maghreb central ressemble encore à celle du régime précédent. Nouvelle, depuis les années 1840, la régence d'Alger est officiellement ouverte à la colonisation. Cette mort à Philippe et déjà 12 000 en 1865. La proportion des musulmans reste faible, mais le conseil municipal construit quand même un quartier pour les autochtones, représenté par sa mosquée et son bazar. Plus tard, quand un certain Tocqueville visite la cité, le penseur libéral la compare tout de suite à une ville américaine. Les maisons y ont été construites pêle-mêle, sans aucune harmonie et sans architecture unifiée, ce qui le dégoûte profondément. Les colons qui viennent d'Espagne, de France ou d'Italie ne seraient animés seul que par la Padoue, par la volonté de faire fortune. Sous la protection constante des militaires, ils ont d'ailleurs établi des villages agricoles autour de Philippeville pour y faire pousser des produits exotiques. Céréales, vignes, tabac, coton, figues, ces denrées sont vendues à bon prix sur les marchés locaux avant d'être embarquées vers le Occident plus cher. La stabilité de ces villages est extrêmement longue, sur les 6 mois les évolutions de donc allez toutes ces chances avec une ville. Mais c'est aussi l'occasion pour les Français de se présenter comme les nouveaux Romains. Partout, dans les journaux en métropole comme dans les journaux philippillois, on aime comparer les légionnaires de Rome. L'esprit colonial est présenté comme un esprit conquérant avec une mentalité d'aventurier qui ressemble à celle de la dernière frontière aux États-Unis. Si vous étiez pauvre en Europe, l'Algérie vous donnerait l'opportunité de vous réinventer en homme d'affaires, voire en aventurier lancé à la côte. Dans ce cadre géographique exceptionnel, chacun est encouragé à venir y faire fortune. Ajoutez à cela une touche d'orientalisme, célébrée par les peintres et par les poètes, et l'opinion se prend désormais de passion pour sa conquête. À force de récits de voyages et de campagnes de communication, l'Algérie devient quelque peu la Nouvelle-France dans l'imaginaire collectif. La Nouvelle-France exotique. La mer Méditerranée n'est plus qu'un lac français qui met en valeur l'esprit bâtisseur censé animer le citoyen occidental. Bref, très vite, les vieux discours des fétistes sur la colonisation laissent place à des discours opportunistes. Question d'abandonner l'Algérie, Napoléon III la considère comme un exemple pour le monde entier et comme la perle de son empire. Cependant, quelle peut être la conséquence de cette colonisation pour les Algériens, ceux qui habitent depuis plusieurs générations sur ces terres? Pour les autochtones, les destins sont assez variés et leur relation avec l'autorité coloniale est toujours complexe. L'ancien maréchal Bugeaud avait tenté de prévenir Paris. Il écrivait que la France avait apporté aux Arabes et aux Berbères une révolution cruelle. Les anciens systèmes politiques ont été détruits, les systèmes commerciaux ont été supprimés, tout a été remplacé par la modernité occidentale, et ce fut une erreur selon lui. Si les Français sont parents romains, la question est alors de savoir si la France traitera l'Algérie comme Rome a traité la Gaule. Les légions avaient construit des routes pavées, comme les Français ont construit des chemins de fer. Elles avaient aussi interdit les sacrifices humains, comme les Français ont interdit l'esclavage, mais elles avaient aussi détruit les structures traditionnelles. Culture ancestrale, mode de vie religieux, organisation tribale. Dès lors que les Européens sont majoritaires quelque part, ces traditions arabo-berbères n'ont plus de valeur. Les soldats protègent militairement les colons, dont les propriétés redéfinissent complètement la politique locale. C'est cela, la révolution cruelle dont parle Bugeaud, car elle s'accompagne forcément de destructions très importantes dans le pays. Rien que les villages agricoles, par exemple, qui sont vendus comme un progrès par le gouvernement, désorganisent complètement les systèmes économiques. De nombreuses terres ont été défrichées, les cultures ont été remplacées, ce qui provoque des catastrophes pour les populations locales.
Selon les autorités françaises, près de 10 à 30% de la population algérienne est morte de faim entre 1866 et 1868. Le système agricole est complètement inadapté et les mesures prises par les Français pour porter secours aux musulmans ne suffisent pas. Quant aux cités coloniales, comme Philippeville, les Arabes et les Berbères y sont régulièrement discriminés, voire maltraités par les Européens. Dès qu'un colon se dispute avec un autochtone, par exemple, les soldats exécutent parfois le musulman sans aucun jugement. Révolution cruelle, poursuit Bugeaud, qui poussera toujours les Algériens à la révolte. En 1857, quelques années après la guerre de Crimée, les colonies françaises en Algérie ont un bilan contrasté. D'un côté, il y a une réussite économique, comme à Philippeville. D'un autre côté, il y a besoin d'une présence militaire constante et massive pour éviter les soulèvements. Lorsque Fatma et Soumer se révoltent encore une fois cette année-là, le Congo doit mobiliser 27 000 hommes pour revenir à Berlin. Ces hommes, c'est-à-dire 4 divisions, accompagnés de 10 000 mercenaires algériens pour les guider dans les montagnes. La campagne dure environ 2 à 3 mois. Les Kabyles infligent au départ de fortes pertes aux Français, mais ces derniers sont en supériorité numérique. Ils lancent leurs zouaves à l'assaut des Berbères ainsi que leurs spahis, les cavaliers de l'armée d'Afrique, bien en haut du général Youssouf que nous avons déjà rencontré. D'ailleurs, c'est lui qui finit par mettre Soumer et qui l'emmène en détention dans un fort où elle finira ses jours. La grande l'empereur ne cherche pas uniquement à se rendre populaire. Il est également venu régler le principal problème de l'Algérie française, qui reste selon lui la mauvaise intégration des Arabes et des Berbères dans le système colonial. Partout, à Philippeville comme dans les villages agricoles, les 10 indigènes sont déconsidérés par les autorités. Là-bas, quand ils s'engagent en armée, leurs rapports sociaux et économiques avec les colons sont souvent très violents et l'empereur a changé les choses. En fait, pour Napoléon III, il faudrait tout simplement défendre la propriété indigène, selon ses mots. Il veut protéger les droits des autochtones, quand bien même ceux-ci seraient régis par les lois islamiques, de façon à éviter les spoliations constantes par les Européens. Cela permettrait également d'empêcher la justice expéditive des colons et de poser des limites au pouvoir des gros propriétaires qui sont puissamment les polices. L'empereur veut que les Algériens aient un destin similaire à celui des Gaulois après l'arrivée de Rome. Si les Celtes sont devenus des Gallo-Romains, alors les petits indigènes devraient devenir des Arabo-Français. L'Empire romain et l'Empire français est constant dans son esprit. Il espère non pas forcer mais séduire les Algériens. Par exemple, tout comme les tribus celtiques avaient été invitées au Sénat de Rome, les tribus algériennes peuvent désormais voter pour participer au destin de la colonie. Fini le caractère répressif de la colonisation, Napoléon III souhaite unifier les deux civilisations sous le patronage celtois. C'est pour lui la seule voie possible, car plus de 30 ans. Les routes et les gares sont censées surveiller et dès lors que l'armée s'absente, les propriétés coloniales sont régulièrement attaquées par les locaux. L'Algérie doit donc cesser d'être une colonie classique, mais doit devenir un royaume arabe au sein duquel les Européens et les Algériens cohabiteraient pacifiquement. Reste à savoir bien sûr comment l'ambition impériale de Napoléon III sera accueillie par les principaux intéressés. Malheureusement, dès lors que l'empereur repart en France, les directives qu'il laisse aux généraux en Algérie n'ont pas l'effet escompté par le gouvernement. Même si les nombreux Algériens sont déclarés français, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont citoyens et qu'ils sont placés sous la protection de l'Empire, leur rapport avec les groupes ne s'améliore pas. Par exemple, lors des élections au Conseil généraux, les journalistes d'Oran et d'Alger critiquent fortement le vote des Algériens. Ces derniers sont accusés de se désintéresser de la France et de ne voter que pour les intérêts des musulmans, sans considération pour les chrétiens. De leur côté, les Européens refusent catégoriquement de s'assimiler aux Arabes. Dans les salons privés, les avis sont parfois catégoriques et l'empereur est accusé de prendre parti pour les 10 indigènes et de vouloir dissoudre les familles françaises. Même si les soutiens du groupe arabe se manifestent aussi, le résultat est politiquement catastrophique pour Napoléon III.
Alors qu'il était censé unifier deux civilisations, les deux camps finissent plutôt par rejeter sa politique. En 1870, par exemple, lors d'un référendum sur la nouvelle constitution de l'Empire, il obtient à peine 55% de oui en Algérie. Les colons estiment que le libéralisme de l'empereur menace leurs prérogatives et les tribus profitent des mesures libérales pour montrer leur désintérêt. La preuve, alors que Napoléon III a ouvert un programme de naturalisation pour les Algériens, ces bureaux n'ont reçu que 400 candidatures en 5 ans. Sur les 2,5 millions d'Arabes et de Berbères, moins de 0,01% d'entre eux ont souhaité rejoindre la communauté française. L'empereur aurait besoin de plus de temps pour convaincre, mais le temps justement est bien ce qui lui manque. En 1871, l'Algérie française apprend avec stupeur que la Prusse a vaincu le Second Empire. Paris est même occupé par l'envahisseur après une campagne de seulement quelques mois, un véritable effondrement pour la France. Puis, tandis que les unités d'Afrique sont transférées de toute urgence à la métropole, la vieille prophétie du maréchal Bugeaud se réalise encore. À peine les soldats sont-ils partis que les tribus algériennes se révoltent partout où les casernes se vident. Les Kabyles, encore une fois au premier rang du soulèvement, sont rapidement rejoints par des autochtones de tout le pays. Certaines tribus restent fidèles au tricolore, mais l'ampleur des attaques surprennent les garnisons qui sont contraintes de rester dans les villes. Puis, quand les soldats reviennent en force, le Second Empire n'est plus et c'est la Troisième République qui prend le relais. Celle-ci renoue alors avec les vieilles méthodes en brûlant les villages rebelles, en affrontant les Berbères dans les montagnes et en déportant les Arabes révoltés. Le rêve d'une Algérie française aussi rayonnante que la Gaule romaine semble s'éloigner de plus en plus, et la mort de Napoléon III l'enterre à tout jamais. Cette révolte de 1871, dite la révolte de Bokrani, met donc fin à l'idée d'un royaume arabe au Maghreb central. Les deux civilisations ne se mélangeront pas et les colons vivront pour la plupart séparés des Algériens jusqu'aux accords d'Évian de 1962. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, pourquoi pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Rien n'aurait été possible sans notre partenaire, Olive, qui vous propose des boissons énergisantes et hydratantes sans sucre et sans taurine. Livré chez vous sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau dans un shaker, vous aurez de quoi vous préparer la meilleure des mixtures de votre choix. Cliquez sur le lien juste en dessous ou utilisez le code PATAI 5 pour 5 à 10% de réduction sur vos commandes. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 4 où nous continuerons d'analyser la politique coloniale de ce Second Empire. L'Algérie n'est en effet pas la seule région où Napoléon III s'aventure, car la France tente aussi de s'installer pour le Pacifique. La Chine est à l'aube de la plus grande catastrophe militaire de son histoire, alors à très vite sur Bataille de France. A Purina vás vie, že vysokokvalitné ingrediencie pomáhajú vyvážiť črevný mikrobióm a jeho zdravie. Purina One. Viditeľné zdravie dnes aj zajtra. Paris, le 2 décembre 1851. Alors que la Deuxième République, fondée après la Révolution de 1848, s'enfonce dans la crise, le neveu de Napoléon Ier fait marcher la troupe dans les rues de la capitale. Depuis son élection à la fonction présidentielle, le prince Bonaparte a su écarter à la fois la gauche et la droite, tout en se rendant populaire auprès des Français. Il y a d'abord eu la répression contre les socialistes en 1849, au cours de laquelle de nombreux opposants ont été arrêtés, puis il y a eu l'affaire du suffrage universel en 1850 qui a discrédité la droite. Les députés de la majorité ont tenté de limiter le droit de vote des ouvriers et Napoléon s'est interposé contre la réforme, lui permettant d'annoncer le rôle de défenseur du peuple. Adolphe Thiers, le député libéral qui voulait lutter contre le péril rouge, se retrouve ainsi mis à son propre piège. C'est lui qui a soutenu Bonaparte pendant les élections présidentielles et doit désormais se retirer de la vie politique. D'autres députés comme Victor Hugo choisissent néanmoins de continuer la lutte, que ce soit par les armes ou par les livres.
Ainsi, 47 ans jour pour jour après la proclamation du Premier Empire, Louis-Napoléon prend le pouvoir officiellement au nom de la défense du suffrage universel. Validé par plébiscite à plus de 90%, il acte la mort de la Deuxième République et prépare lentement mais sûrement la transition vers le Second Empire. Celui-ci ne sera proclamé qu'un an plus tard, le temps peut-être de rassurer l'Europe qui s'alarme déjà du retour d'un Bonaparte aux affaires. Certains dirigeants, comme le tsar de toutes les Russies, appellent à une croisade contre la France qui continue de bouleverser le destin du vieux continent. Si vous commencez l'année 2025 en sachant que vous pourrez regarder gratuitement la Ligue des Champions, les courses de Formule 1 ou des matchs de MMA, car si en 2024 vous aviez manqué vos retransmissions préférées à cause d'abonnements trop chers ou de sites instables, eh bien notre sponsor NordVPN a la solution à vos problèmes. En effet, NordVPN installe sur vos appareils un réseau privé virtuel qui permet de chiffrer leur communication ainsi que leur emplacement géographique. Il empêche ainsi les cookies de se montrer trop intrusifs en bloquant les trackers web qui vous envoient des publicités et masquent votre activité en ligne pour plus de confidentialité. De plus, en vous permettant de vous connecter à n'importe quel serveur dans le monde, NordVPN vous offre un catalogue quasiment illimité dans les services vidéo. Connectez-vous en Suisse pour regarder la chaîne RTS et profiter de la retransmission gratuite et en qualité des matchs de Ligue des Champions. Sinon, allez voir du côté de notre voisin belge pour visionner la Formule 1 ou bien trouver une chaîne de télévision à l'international qui retransmet un match de MMA. Cela marche de la même façon pour Netflix, Amazon Prime et Disney+, qui ont un catalogue limité en France. Si vous souhaitez faire un marathon Harry Potter sur Netflix, par exemple, il faudra simplement contourner les restrictions géographiques en vous connectant en Angleterre. Bref, pour 2025, profitez d'une offre exceptionnelle en cliquant sur le lien juste en dessous. Pour tout engagement de 2 ans, NordVPN est à moins de 3 € par mois avec 4 mois supplémentaires offerts. Vous bénéficierez aussi d'une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Le lien se trouve juste en dessous. Alors bonne année avec NordVPN. En décembre 1851, une Europe en ébullition se réveille catastrophée par l'actualité politique. Que ce soit les princes dans leur palais, vers Victor Hugo dans le train qui l'emmène en Belgique, la proclamation pressentie d'un second empire en France fait l'effet d'un véritable choc. En même temps, les années qui viennent de s'écouler sont à peine croyables pour ceux qui tout entier ressort bouleversé par les conséquences de la révolution parisienne de 1848. En Roumanie, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Hongrie, en Pologne, les bourgeois des grandes villes sont sortis dans les rues en reprenant les slogans des révolutions anglaises, américaines et françaises. Les insurgés ont réclamé du libéralisme, comme au Royaume-Uni. Ils ont demandé de constitution, comme aux États-Unis. Ils ont demandé la souveraineté du peuple, comme en France. C'est la fin d'un monde ancien où les rois gouvernaient uniquement au nom de Dieu, et c'est le début d'une ère nouvelle où les nations s'affirment comme des entités politiques. Donc la formation d'une Allemagne unifiée, mais aussi celle d'une Italie, et puis on évoque l'émergence d'une Pologne, d'une Roumanie, d'une Hongrie. En 1849, un jour viendra où nous aurons les États-Unis d'Europe. Les vieilles aristocraties tomberont sous l'effet des révoltes et le vieux continent se réinventera complètement grâce aux nations libres. Mais en arrivant à la gare de Bruxelles, le poète sait déjà que les grandes puissances tentent de limiter, voire de supprimer ces mouvements populaires. En effet, comme en 1830, la réaction des gouvernements face aux révoltes est d'abord répressive. Si l'aristocratie a quasiment disparu en France, du moins dans nos classes, ce n'est pas le cas chez ses voisins où la noblesse dispose encore de privilèges. Les princes de Prusse, d'Autriche et de Russie gouvernent sur des territoires abritant des peuples de langues et de cultures différentes, et ils le font selon un droit divin fondé sur des principes sacrés de l'hérédité. L'Empire russe, par exemple, est habité par des Russes qui parlent russe et qui ont des traditions russes, mais le tsar règne aussi sur des Polonais, des Roumains, des Baltes, des Tatars, des Finlandais. Si ces peuples se mettaient d'un jour à l'autre à vouloir une nation, à élire des représentants et à réclamer l'indépendance, cet empire perdrait tout simplement sa raison d'être. La maison des Romanov dirige un territoire multinational et elle le fait dans le cadre d'une monarchie absolue de droit divin qui perçoit le printemps des peuples comme un danger existentiel pour son pouvoir. Alors, sitôt après la révolution parisienne de 1848, tous les journaux, tous les livres, tous les prospectus sont surveillés par une armée de censeurs au service du tsar. Les publications en langue finnoise ou en langue lituanienne sont interdites, les appels à réformer l'État russe sont supprimés, et certains peuples comme les Polonais sont poussés à l'exil, quitte à développer complètement leur territoire.
Les princes dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg n'ont qu'un seul mot d'ordre: toute influence politique provenant de l'Ouest mettrait en danger l'intégrité de la Sainte-Russie et la veuve Napoléon devrait lui rendre une concession. Quant à la France, tenue comme responsable de ces idées troubles, le tsar Nicolas Ier est prêt à lui faire la guerre. Heureusement pour les Français, les deux puissances centrales ne sont pas prêtes à reprendre les armes contre Paris, du moins pas immédiatement. En Prusse et en Autriche, les gouvernements ont déjà porte à faire contre leurs propres citoyens qui menacent de les renverser comme les Parisiens l'ont fait plusieurs fois contre leur souverain. Frédéric Guillaume IV, à Berlin, cède du terrain face aux émeutiers en acceptant la proclamation d'une constitution à la française. Le Prussien consent à supprimer la monarchie absolue de droit divin et acte la transition vers une monarchie parlementaire avec des élections et une assemblée comme en France. Par contre, sur les rives du Danube, l'empereur François-Joseph Ier se montre beaucoup moins conciliant que son voisin du Nord. S'il a lui aussi octroyé une constitution en 1849, il ne tolère aucun contre-pouvoir et ses concessions ne sont que symboliques. En étant son empire par définition multinational est littéralement au bord de l'implosion lors du printemps des peuples. Il devra non seulement contenter les bourgeois libéraux sur leurs barricades, mais il doit également faire face aux Hongrois et aux Italiens qui ont pris les armes pour leur indépendance. À Budapest, les nationalistes magyars instaurent une république à la française, là encore, se réclamant du modèle japonais expérimenté en 1693. Dans de leurs nouvelles institutions et de leur nouvelle armée, ils déclarent la guerre aux Habsbourg et envahissent l'Autriche pour imposer la République de Hongrie par la force. Pire, au sud, les patriotes italiens ressuscitent le projet d'un royaume unifié comme au temps de Napoléon. C'est le roi de Piémont-Sardaigne qui est pressenti pour porter la couronne, et ce dernier attaque l'Empire d'Autriche à son tour, obligeant Pied à combattre sur deux fronts. Dans ce contexte, François-Joseph est sur le point d'abdiquer, mais grâce à des militaires de la Russie, il écrase les extrémistes les révolutionnaires. Macron est devenu tout puissant à partir de 1851 et met en place un nouveau type de régime qu'il appelle la monarchie néo-absolutiste. La liberté de la presse est suspendue, les gouvernements locaux sont supprimés et la constitution libérale accordée après le printemps des peuples est supprimée. Maintenant, est-ce que l'appel du tsar de Turquie aussi à déferler contre la France pourrait trouver un écho favorable à Vienne et à Berlin? Le nationalisme est après tout une idée développée par des révolutionnaires français et une intervention contre l'héritier de Napoléon permettrait sûrement de régler le problème à la source. L'ennui, c'est que si les Russes seraient déjà en grand arbitre de l'Europe, la Prusse et l'Autriche sont occupés à se déchirer sur la question allemande. Si l'Allemagne doit devenir un pays, c'est la revendication principale des émeutiers, alors qui devrait emporter la couronne? Est-ce Frédéric Guillaume IV, le roi de Prusse, ou est-ce plutôt François-Joseph Ier, l'empereur d'Autriche? En 1849, les nationalistes de Francfort proposent au premier de devenir Kaiser, c'est-à-dire souverain de tous les Allemands du Nord. Le Prussien serait tenté d'accepter, mais les Autrichiens sont vent debout contre ce projet d'unification qui sonnerait la mort de leur influence historique en Allemagne. En plus, rappelle l'empereur d'Autriche, l'unité des territoires germanophones serait déjà assurée par la Confédération germanique, qui a justement été mise en place après la chute de Napoléon. Vienne et Berlin sont les principaux tributaires et sont censés combattre les revendications nationalistes et ne pas céder à ces militants. De toute façon, le roi de Prusse finit par tomber sous la pression de ses propres députés qui craignent un effacement de leur État. Pour Bismarck, par exemple, si Frédéric Guillaume IV acceptait uniquement de prendre la tête d'un Allemagne unifié, il perdrait quasiment tous ses pouvoirs, car les Allemands du printemps des peuples sont des libéraux. Le titre de Kaiser est un piège, bien-il, car il laisserait le souverain merci des parlementaires, sans aucune influence. S'il pouvait lutter avec le peuple germanique, Bismarck s'impose ses conditions et que Berlin conserve toutes ses prérogatives. Et voilà pourquoi le printemps des peuples est un véritable tournant dans l'histoire européenne. Au sein des grandes puissances, la plupart des révolutions échouent à réformer leur gouvernement, mais elles font tomber les empires. Dans un conservatisme mystique et radical pour contrer toute influence. En 1852, le projet d'une intervention militaire contre la France n'est plus d'actualité, du moins pour l'instant. Maintenant, on va faire l'héritier de Napoléon Ier, l'homme qui justement est accusé d'avoir exporté les idées révolutionnaires en Europe. Fin 1852, ce dernier persiste et signe en devenant Napoléon III et en proclamant le Second Empire qui met fin à la Deuxième République. Même si son régime est autoritaire, il est quand même fondé sur le principe de la souveraineté du peuple et non sur le principe de droit divin, ce qui représente les valeurs opposées à celles des grandes puissances.
Alors, pour cette raison, Paris a besoin d'une alliance avec le Royaume-Uni pour éviter l'isolement diplomatique. L'empereur des Français propose à Londres une entente politique et militaire dirigée contre la Russie, le grand ennemi des Bonaparte, dont l'expansionnisme se met aussi au dépens de ses valeurs libérales et de ses intérêts commerciaux. Depuis quelques années, en effet, le tsar ne se contente plus d'appeler une simple croisade idéologique contre la France. Il cherche également à s'imposer comme le nouveau colosse de l'Eurasie qui serait à la fois l'arbitre suprême de l'Europe et de l'Orient. Tandis que la maison Romanov batte les révolutionnaires hongrois, polonais, baltes ou finlandais, ses soldats avancent aussi progressivement dans le Caucase, puis colonisent un immense territoire en Asie centrale. Londres, c'est une menace directe contre la des Indes, qui, pour eux, est la source principale de sa richesse. Avec sans cesse le tir au tombeau, la place existentielle pour turc que l'armée est aussi première de celle des Occidentaux. Si les tsars s'emparent de Constantinople, ils contrôleraient directement ou indirectement les routes du commerce mondial et plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. Napoléon III l'a parfaitement compris, la France comme l'Angleterre ont besoin de stopper l'expansionnisme russe avant qu'il ne devienne incontrôlable. Sur la scène intérieure, l'empereur des Français ne voit de toute façon que des avantages à s'opposer au tsar. Cela lui permettrait d'abord de plaire à la gauche, car la Russie défend des positions absolutistes, et cela lui permettrait de plaire à la droite, qui s'inquiète du sort des chrétiens d'Orient. En cause, dans le conflit qui oppose le tsar à l'Empire ottoman, Saint-Pétersbourg s'intéresse de plus en plus aux affaires religieuses de la Terre Sainte. Or, comme les Romanov sont des orthodoxes, les Français craignent que les Ottomans ne soient contraints de favoriser les communautés pro-russes, ce qui enlèverait un Bref, une guerre contre la Russie serait politiquement très rentable pour Napoléon III. Non seulement elle permettrait au Second Empire de nouer une alliance avec l'Angleterre et de sortir de l'isolement diplomatique, mais surtout elle plairait autant à la gauche qu'à la droite. Et cela, dans le contexte difficile de l'instauration d'un nouveau régime, permettrait de rallier tous les partis politiques autour de sa couronne. Qui plus est, quoi de mieux pour l'héritier de Napoléon Ier que d'affronter l'héritier du tsar Alexandre, qui, 40 ans après la Mérisida, a menacé d'envahir la France. Les Anglais se battront donc pour défendre leurs intérêts commerciaux, et les Français, comme c'est souvent une histoire, font de sacrifices pour la gloire et pour l'honneur. Čísla 25. Objednaj z toho všetko, na čo máš chuť, z Bistro.sk. Akcia platí po písaných reštaurátoch. Le vieux continent, qui connaît une période de paix relative depuis 1815, est à nouveau sur le point de rentrer en guerre. À la suite de tensions entre une communauté orthodoxe et catholique dans la ville de Jérusalem, le tsar, qui veut concurrencer la France dans le rôle de protecteur des lieux saints, envoie un ultimatum au sultan. Il lui demande de prendre des mesures pour protéger les fidèles de son église, souhaitant par là disposer d'un droit de regard dans les affaires ottomanes. Fort du soutien français et britannique, Abdülmecid Ier, sultan et calife de Constantinople, refuse de céder. L'ultimatum est rejeté, les hostilités commencent, mais le monde entier sait que les Turcs ne sont pas de taille à résister contre les Russes. Avec seulement 250 000 hommes et 12 navires de guerre en mer Noire, les Ottomans sont en grave infériorité numérique et technologique. En face, le tsar peut mobiliser jusqu'à 1,2 million hommes et peut aligner jusqu'à 16 navires de guerre dans la région. Chacun de ces vaisseaux embarque en plus une puissance de feu dévastatrice qui dépasse de très loin celle de son ennemi. À la fin du mois de juin 1853, la Russie déclenche les hostilités. Officiellement pour protéger les communautés orthodoxes de Terre Sainte, elle envahit les deux provinces danubiennes tributaires du sultan et prend la ville de Bucarest sans aucun coup de feu. Son armée se place alors en position défensive, puis appelle les minorités serbes, bulgares et grecques à se soulever contre les Ottomans. Le tsar, qui passe pourtant son temps à réprimer les nationalismes, revêt un avis complètement différent quand il regarde dans les balcons. Lui qui fait tout pour pécher les premiers et lituaniens de ses décimés chez lui, appelle cette fois-ci les orthodoxes à se révolter contre la ville de Kherson. Pendant ce temps, côté de la mémoire, appelle les Ottomans de prendre l'initiative en attaquant le Caucase russe et remporte quelques victoires autour de Kars. Abdülmecid joue au même jeu que le tsar en appelant les sunnites au djihad contre les orthodoxes, l'islam étant encore majoritaire dans la région. Malheureusement pour eux, alors que les Ottomans semblent avoir pris l'avantage, leur position massive pendant qui devait venir assurer le ravitaillement des troupes dans le Caucase est finalement rattrapé par la flotte russe qui l'attaque par surprise dans le port et en pleine journée. L'affrontement tourne au massacre. L'inventeur
Français qui les a mis au pont en 1820, les Russes envoient 11 des 12 navires ottomans par le fond en moins d'1 heure. Leurs explosifs percent complètement la coque des frégates turques puis sèment la destruction dans la ville, dont les bâtiments sont bombardés tour à tour. Pour Napoléon III, il n'y a plus un seul instant à perdre. Sans l'intervention des Occidentaux, le tsar pourrait capturer Constantinople en quelques mois. À la fin de 1853, la guerre russo-turque prend une dimension européenne. La Russie pourrait attaquer la capitale ottomane par la mer, tout en passant ses défenses territoriales par la terre, menaçant de provoquer un effondrement total de l'Empire. Devant cette catastrophe annoncée, les Français et les Britanniques décident d'intervenir militairement sans toutefois déclarer officiellement la guerre. Tandis que Napoléon III envoie 17 navires au secours du sultan, le Royaume-Uni se joint à lui en alignant 15 vaisseaux de ligne. Ce n'est pas encore suffisant pour vaincre la gigantesque armée russe, mais c'est a priori assez pour lui disputer la suprématie navale en mer Noire. De plus, l'Alliance franco-britannique envoie également une flotte de 60 bâtiments en mer Baltique, faisant craindre à Saint-Pétersbourg un débarquement dans les pays baltes. Cette région est toujours sujette à des révoltes nationalistes, quelques années seulement après le printemps des peuples, et la France comme l'Angleterre représentent pour les écoutiers un idéal. Surtout, la Russie n'a de ce côté qu'une trentaine de navires à leur opposer et pourrait subir un blocus maritime en cas de guerre ouverte. En tout cas, cette période du Tsar a étiré ses troupes pour défendre son immense territoire et donner au sultan davantage de temps pour se préparer. Mais pour protéger Constantinople, l'armada franco-britannique devrait traverser les 2 détroits qui relient l'Europe à l'Asie. Or, comme les vents et les courants sont contraires pour populaire, les Russes pensent pouvoir profiter encore quelques mois de leur suprématie navale. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est qu'un navire français doté d'une technologie révolutionnaire va déjouer tous les pronostics. Depuis la Révolution française, quand la marine royaliste s'était suicidée pour rester fidèle à Louis XVI, puis après les défaites d'Aboukir et de Trafalgar, les gouvernements français ont eu à cœur de restaurer le prestige de la flotte. C'était chose faite en 1830 lors de l'opération contre Alger, c'est désormais chose démontrée en 1853 sous les yeux méfiants de la Royal Navy. Grâce à son moteur ultra moderne et une nouvelle technique de propulsion par hélice, un navire surnommé le qui s'apprête à remplacer la voile. 25 km/h, c'est bien plus que tous les autres navires qui sont remorqués par le Napoléon les uns après les autres. Grâce à cet exploit technique signé la marine française, la flotte franco-britannique traverse le Bosphore en plein hiver et entre en mer Noire le 3 janvier 1854. Cela semblait impossible, mais les cartes sont complètement revendues. La flotte russe, toute puissante depuis le début du conflit, se retrouve en infériorité numérique et technologique. Elle se replie vers Sébastopol et Odessa, sauvant ainsi Constantinople d'un bombardement. 1854, Napoléon III est encore à l'initiative. La guerre russo-turque est pour lui une formidable opportunité de sortir de l'isolement diplomatique et sa marine vient de faire une démonstration de force. Toute l'Europe semble être liguée derrière la France, ce qui n'est pas de trop. On sait qu'elle a failli se faire envahir en 1848. Napoléon III, en tant qu'artisan de cette alliance diplomatique improbable, pousse son avantage en demandant au tsar d'évacuer les principautés danubiennes. S'il ses troupes ne quittent pas Bucarest immédiatement, il sera contraint, dit-il, de lui déclarer la guerre afin de protéger son allié turc. Seulement, depuis son palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, le Romanov ne se montre pas plus impressionné que ça. Dans une réponse cinglante adressée au Bonaparte, il écrit que la Russie de 1854 saura se montrer ce qu'elle fut en 1812. Un rappel historique que c'est l'opposition à la puissance russe qui a détruit Napoléon Ier et que son neveu a d'autant plus à perdre. Sauf que pour l'armée française, l'épisode de la Bérézina est encore très douloureux dans les mémoires. Intervenir dans cette guerre russo-turque est aussi une belle occasion de prendre sa revanche. Le 11 mars 1854, après plusieurs semaines de négociations, la France et le Royaume-Uni décident de s'ingérer directement dans la guerre russo-turque. Depuis Toulon, Napoléon III ordonne la formation d'une armée d'Orient dont le contingent doit être prêt à protéger Constantinople. Il n'y a pour l'instant que 70 000 hommes qui se préparent, mais les effectifs sont rapidement portés à 300 000 soldats, du jamais vu depuis la Grande Armée. Au nord, les Britanniques mettent également une armée sur pied et se mettent comme rarement dans leur histoire à se battre aux côtés des Français. Jusqu'ici, Londres et Paris se faisaient plutôt la guerre, mais l'ennemi de l'ennemi étant ennemi, les Anglais partagent cette fois-ci les mêmes intérêts que leurs voisins d'outre-Manche. 98 000 hommes, dont un tiers d'Irlandais, sont affectés à l'opération et seront transportés par la Royal Navy, la marine la plus puissante du monde. Si
les Alliés mobilisent progressivement près de 400 000 hommes qui viennent en renfort des 250 000 soldats de l'armée turque. Cela semble juste pour repousser l'armée russe et ses indéniables de son unité, mais le tsar doit aussi surveiller un territoire immense et développé. Depuis quelques mois, le flotte franco-britannique menace toujours la Russie depuis la mer Baltique. De même, l'Autriche, qui de voir le tsar s'emparer de Constantinople, utilise une force importante. Elle demande à son tour l'évacuation des principautés danubiennes, craignant que les Russes ne réveillent les nationalistes un bulgares qui se possible. La guerre est officiellement déclarée le 27 mars et la flotte franco-britannique en mer Noire passe à l'action. 22 avril, 12 navires de guerre alliés se dirigent sur Odessa, l'un des ports les plus importants de la Russie. La flotte du tsar se trouve en ce moment à Sébastopol et n'ose pas sortir pour défendre ses positions, de peur d'être mis en difficulté en cas d'affrontement direct. Alors, puisqu'ils ont les mains libres, Français et Britanniques s'associent pour bombarder les défenses portuaires, mettant à profit leur supériorité technologique. Sur leurs 12 vaisseaux, 8 sont déjà à propulsion vapeur et sèment la confusion parmi les artilleurs russes qui tentent de viser juste. L'un de leurs tirs touche quand même le Vauban, qui doit reculer pour se mettre à l'abri, mais sans pour autant être envoyé par le feu. Peu après, un deuxième groupe d'assaut prend le relais et se rapproche à moins de 1500 mètres du feu ennemi. Les salves d'obus sont cette fois-ci plus dévastatrices, les assaillants commencent à prendre l'avantage, les canons alliés étant plus performants que ceux des Russes. Maintenant, comme Français et Britanniques se jalousent les uns les autres, la Royal Navy tient à montrer à sa concurrente, la marine impériale, qu'elle n'est pas la seule à faire preuve d'innovation. Les tricolores ont peut-être remorqué ces navires d'anglais détroits, mais devant Odessa, c'est au tour des Anglais de faire une démonstration. Ils font avancer des barques équipées de roquettes qui permettent de tirer en parabole sur les défenses et de toucher directement les assauts russes. Leurs fusées déclenchent des incendies dans le port, secouant la confusion d'environ ennemi, facilitant le travail des navires de ligne qui ont beaucoup d'efforts. Puis, alors que les Français sont furieux de se voir rouler ainsi le Prestige, un tir anglais s'écrase en plein sur une réserve de poudre. L'impact provoque une explosion gigantesque, les défenses sous la jetée sont complètement détruites et la puissance navale de la Russie est quasiment neutralisée. La mer d'Odessa annule purement et simplement la bataille de Sinop, reflet de la suprématie navale franco-britannique. Fin avril 1854, seulement un mois après l'entrée en guerre des Alliés, le tsar perd complètement l'initiative dans cette guerre. Sa flotte se réfugie en Crimée, à Sébastopol, et la route de Constantinople est protégée par un contingent occidental à Varna. Les effectifs français et britanniques atteignent rapidement 100 000 hommes et pourraient attaquer aux côtés des Turcs, sans éviter les potentiels assauts en mer Baltique. Pire, l'Autriche se décide finalement à envahir les principautés danubiennes, obligeant la Russie à évacuer Bucarest. C'est toute l'armée russe qui est contrainte de reculer et de passer en position défensive, un revers stratégique humiliant pour la maison Romanov. Mais signe que la chance est peut-être en train de tourner, Nicolas Ier apprend aussi que le camp de Varna est soudainement frappé par le choléra. À peine installés, les soldats alliés sont dévastés par cette maladie qui envoie des dizaines de milliers d'entre eux à l'hôpital. Sans aucun combat et sans aucun engagement, des cadavres s'amoncellent déjà dans des cimetières improvisés. La situation est critique alors que l'été approche et que les chaleurs deviennent insupportables. Réunis dans le quartier général, les officiers français, anglais et turcs décident de changer complètement de stratégie. S'il était question jusqu'ici de faire avancer les troupes vers le nord pour neutraliser la force d'invasion russe, l'apparition du choléra rend cette opération impossible. 154, c'est encore la marine qui va devoir s'illustrer. Pour infliger une défaite aux Russes sans les attaquer frontalement là où ils sont les plus forts, les Alliés se porteront vers la Crimée, à Sébastopol. C'est là où se trouve la flotte de la mer Noire, dernier atout naval de la Russie, et c'est une presqu'île absolument stratégique et symbolique pour Nicolas Ier. En cas de victoire, Constantinople serait définitivement mise à l'abri et les ambitions du colosse eurasien seraient stoppées au moins 20 ans. La guerre russo-turque est ainsi en passe de devenir la guerre de Crimée, pour de laquelle l'armée française aura à cœur de venger Napoléon et de laver l'affront de 1812. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas le partager sur vos réseaux sociaux. Pour cette nouvelle année, profitez de NordVPN et regardez vos vidéos préférées gratuitement et en haute qualité. Si vous voulez regarder la Ligue des Champions par exemple, connectez-vous en Suisse sur la chaîne RTS. Et si vous voulez faire un marathon Harry Potter, connectez-vous en Angleterre sur Netflix. Avec notre partenaire, vous pourrez contourner les restrictions géographiques facilement à moins de 3 € par mois. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 2 de la série Napoléon 3.
Les Alliés sont sur le point d'attaquer Sébastopol, où l'armée française entend s'illustrer contre ses vieux ennemis. Pas de Bérésina cette fois-ci, mais plutôt un aperçu de la guerre de tranchées et des nouvelles formes du conflit moderne. Subnápad tam meritov pomáha bojovať proti príčinám krvi. Ďakujem 12 grám účinnejšie. Buď proste milkem. Et ça, dans l'Empire de Russie, à la fin de 1854. Alors que les marines françaises et britanniques sont devenues sous l'Empire ottoman, la flotte alliée attaque en mer Noire. Disposant de la supériorité numérique et technologique, elle intervient dans la guerre. Le port d'Odessa est complètement détruit. La flotte ennemie est bloquée à Sébastopol, ce qui permet de débarquer des troupes à Varna. Le contingent rend ainsi l'attaque sur la capitale turque presque impossible, et sauve seulement le sultan d'une fin précipitée. Le colosse eurasien doit revoir ses plans, lui qui s'imaginait déjà maître des Balkans, du Caucase et du Bosphore, se replie finalement derrière le Danube en position défensive. Cependant, à peine les Alliés se réjouissent-ils de leur premier succès que le choléra frappe soudainement les troupes. L'état-major décide alors de revoir sa stratégie et penche désormais pour un assaut sur Sébastopol, avec pour objectif la conquête de ce port stratégique. Du point de vue de Napoléon III, c'est de toute façon une question d'honneur. 42 ans après la Bérésina, il rêve d'une victoire française sur le territoire qui a perdu son oncle. La guerre russo-turque devient ainsi la guerre de Crimée, véritable bataille du feu pour le Second Empire. Si vous aimez l'histoire, que vous aimez les batailles, que vous aimez la géopolitique et que vous rêvez de changer le cours des guerres du passé, eh bien foncez sur Supremacy 1914. C'est un jeu de stratégie en ligne gratuit, joueur contre joueur, dans lequel vous affronterez jusqu'à 500 internautes dans des parties qui durent de plusieurs jours à quelques semaines. Vous rencontrez la tête d'un pays authentique, tel qu'ils existaient pendant la Première Guerre mondiale, et vous aurez pour mission de bâtir une armée faite d'unités diverses, comme des tanks, des avions ou la cavalerie. Ensuite, forger des alliances ou déclarer la guerre à l'Allemagne, enfin qui vous semble embêtant pour des stratégies de court terme et de long terme pour parvenir à la victoire. Dans Supremacy 1914, les développeurs n'ont pas oublié le point le plus crucial de la guerre, la gestion du moral des troupes et des civils. J'ai beaucoup aimé l'attention particulière qu'on peut apporter à la propagande qui permet, comme durant la Grande Guerre, de mobiliser sa population. Bref, en cliquant sur le lien juste en dessous, démarrez du bon pied avec 15 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium offert. Ce cadeau exclusif est disponible pour 30 jours seulement et le lien sera pour vous ce que fut la voie sacrée dans la bataille de Verdun. A très vite sur Supremacy 1914, jeu gratuit disponible à la fois sur PC et sur mobile. Au mois d'août 1854, la guerre russo-turque prend un tournant décisif. Sur les rives de la mer Noire, une flotte de transport gigantesque s'apprête à embarquer 50 000 Français, 25 000 Britanniques et 25 000 Ottomans vers la Crimée. Même si la plupart des soldats ignorent leur destination pour des raisons de secret militaire, l'enthousiasme prédomine parmi la troupe. Le débat et les chaleurs de l'été, couplés à la tentation tentable d'un assaut russe qui ne connaît pas, s'appelait complètement le moral des hommes. Pour pousser nos soldats contre le danger nomade, il est enfin temps de monter au front. Pourtant, si ce sont les opérations en mer Noire qui concentrent des attentions, la guerre se joue également sur notre front. Attaquer les îles finlandaises, révélant par leur évocation la bourgeoisie nationaliste de ce grand duché. Lorsque les Français s'emparent d'un fort sur les rives de la Baltique, par exemple, ils libèrent des patriotes qui sont ensuite envoyés vers l'Angleterre. Ces derniers composent alors un chant intitulé Ulan Sota, appelant les leurs à importer en Finlande les idéaux de 1789. Le tsar l'a parfaitement compris, ce n'est pas tant la menace d'un blocus naval qui nous fait peur, mais plutôt l'exploitation sur ces terres de l'esprit révolutionnaire. Que ce soit le libéralisme à l'anglaise, ou bien le nationalisme à la française, les Occidentaux savent les fondations de sa monarchie de pointe fin en diffusant des valeurs et ce qu'ils représentent.
Paris-Londres décide également d'attaquer l'Empire russe à plus de 10 000 km à l'est, c'est-à-dire à l'autre bout du globe, sur les côtes du Pacifique. La présence européenne d'Extrême-Orient progresse rapidement depuis un demi-siècle et les grandes puissances y sont en concurrence pour le contrôle des points de commerce. La France s'étant rendue maîtresse de diverses îles, comme la Nouvelle-Calédonie, dispose désormais de bases navales stratégiques dans la région. Sur sa proposition, elle réunit donc la flotte alliée aux îles Marquises et fait voile vers le Kamtchatka, direction le port russe de Petropavlovsk. Le 30 août 1854, pendant qu'un débarquement en Crimée se prépare 10 000 km à l'ouest, les Alliés prennent leur ennemi de vitesse dans le Pacifique Nord. L'attaque de Petropavlovsk dure environ une semaine et paralyse complètement les capacités militaires de la Russie en Extrême-Orient. Même si le succès est somme toute très limité, cette offensive oblige le tsar à étirer ses défenses, tout comme les opérations dans la Baltique, et donne de l'air à l'armée d'Orient en mer Noire. Celle-ci peut alors préparer son débarquement sereinement, même si elle se rend vite compte que l'opération sera très compliquée, notamment du fait du manque d'informations topographiques. En effet, les services de cartographie occidentaux n'ont jamais eu l'opportunité d'analyser en profondeur la géographie crimée. Les généraux alliés ne connaissent rien de son climat, de ses routes, de ses points d'eau. Du moins, il se base sur une carte médiévale réalisée il y a plusieurs siècles par des Italiens. Résultat, les informations de l'état-major ne sont pas à jour et les officiers sont persuadés que l'hiver en Crimée est particulièrement doux. Sauf que côté russe, tout le monde sait que le climat de la presqu'île est similaire à celui du reste de la Russie. Il fait très chaud l'été, mais il fait très froid l'hiver. Dans ces conditions, le 100 000 hommes de l'année est jugé au point. Le risque d'attrition est particulièrement élevé, c'est-à-dire que les alliés vont manquer de ressources sur une déjà proche. Alors, lorsque les officiers du tsar apprennent que la baie de Kalamata est attaquée par la flotte alliée, la surprise totale. C'est aussi seul petit sûrement de tenter une telle offensive à l'approche de la saison froide. Les troupes de Napoléon III en position au centre, à quelques mètres en avant du village de Montluc, et sont protégés à droite comme à gauche par leurs alliés. Outre les soldats originaires de la métropole, la France dispose aussi d'un régiment de soie ainsi que d'un régiment de la Légion étrangère. Ces deux types d'unités ont été créés lors de la conquête de l'Algérie et sont composés de d'Afrique d'Europe et sont dotés d'une grande valeur combattante. Ils accumulent en effet l'expérience de la guerre au Maghreb, ils ont un haut degré de fidélité au drapeau tricolore et ils veulent absolument être en première ligne du pain béni pour leurs généraux. Durant l'histoire, sauf que légionnaires ont été créés et s'apprêtent désormais à le défendre contre les Russes. C'est également la première fois que des conscrits français se battent épaule contre épaule avec des soldats d'une autre couleur de peau, dont certains ne parlent même pas leur langue. Sinon, les Turcs rejoignent le dispositif en se tenant sur le flanc droit, eux-mêmes protégés par la flotte alliée le long de la côte. Quant aux Britanniques, ils occupent la gauche. Les Anglais n'ont peut-être pas de régiments coloniaux comme les Français, mais ont recruté en masse des Irlandais et ont formé des unités d'élite comme le régiment des Riflemen. Ces tirs embusqués sont déployés en avant des lignes, un peu comme le seraient des snipers aujourd'hui, avec par exemple une mission utilisée d'abattre les officiers russes. C'est une tactique complètement déloyale, mais bel et bien redoutable. Au fond, c'est une façon de faire bien anglaise. Fin septembre, les coups de feu de la bataille de l'Alma se font entendre. Les Russes sont en position sur une colline au sud du front de Vin, ils disposent d'environ 30 000 soldats contre environ 60 000 côté alliés, sans compter leurs troupes de réserve. Pour commander l'opération, c'est le maréchal de Saint-Arnaud qui est désigné. Par exemple, quand il demande à ses colonnes d'avancer pour s'emparer du village de Montluc, il apprend que les Britanniques, qui devaient le soutenir sur sa gauche, sont en retard sur le calendrier. Les Anglais organisent un défilé militaire en l'honneur d'un lord et laissent les Français attaquer tout seuls, laissant leurs vieux rivaux se faire dépecer. Quant aux Ottomans prennent la côte, bien qu'ils soient les plus concernés par cette guerre, les Occidentaux ne leur font pas confiance. Il y a même un mépris général des Européens envers les Turcs qui sont relégués à des rôles purement défensifs. En somme, Saint-Arnaud se retrouve vite à court de solutions, d'autant plus que ses troupes sont bloquées à l'entrée de Montluc. Les Russes ont installé des batteries de canons sur une colline surplombant le village et sont en train de pulvériser sa colonne d'attaque. Après les remarques incendiaires du maréchal français, les Britanniques se mettent finalement en ordre de marche. Les soldats anglais, écossais, gallois et irlandais tentent de traverser le fleuve, mais à cause d'une défaillance de courant, leurs troupes ne conservent pas leur formation. Leur discipline est très inégale, ils ne sont pas bien formés, leurs manœuvres ne sont pas...
autorisé. En quelques minutes, la confusion est totale de ce côté du champ de bataille. Ceux des compagnies de perte énorme que les officiers traversent finalement l'Alma pour monter à l'assaut des redoutes ennemies. Certains régiments atteignent quand même le sommet, cependant ils sont rapidement poussés par une contre-attaque russe, les officiers du tsar faisant charger les conscrits à la baïonnette. La nature du terrain annule complètement l'avantage numérique des Britanniques qui sont recrutés par leurs adversaires. Bref, à peine début, l'aile gauche des Alliés risque déjà la destruction. Elle est coincée entre le fleuve Almas en arrière et des canons russes en avant. Sa position est donc extrêmement périlleuse. Heureusement, les troupes d'élite de la reine Victoria arrivent en catastrophe pour sauver leurs camarades et pour éviter une guerre de 12 heures ci-contre. Depuis quelques années, les Anglais ont équipé leurs soldats d'élite d'un nouveau type de fusil issu de technologie française que les tricolores ont adopté. Il s'agit du fusil à balles minées, d'un ingénieur parisien qui les a mis au point en 1849. Le principe est révolutionnaire, les armes à feu miniers tirent des balles de plomb poussées à une vitesse bien supérieure au fusil classique. Leur projectile atteignent une cible jusqu'à 450 mètres, tandis que les soldats russes ne peuvent les toucher qu'à 200 ou 300 mètres maximum. De plus, le plomb provoque des dégâts considérables et autorise une précision bien supérieure aux fusils développés jusque-là. Les volées sont dévastatrices et blessent n'importe quel soldat touché ou simplement effleuré avec une mine. Alors, tandis que les troupes paniquées sont ramenées à l'ordre dans la vallée de l'Alma, les soldats d'élite de la reine se mettent en position de tir. Leur volet stoppe net la progression des soldats du tsar, qui sont surpris par cette puissance de feu et surtout par la portée des fusils occidentaux. Ne pouvant riposter à armes égales, ils sont contraints de reculer derrière la colline pour se mettre hors de portée des balles miniers, sauvant ainsi les Anglais d'une débandade. En milieu d'après-midi, Saint-Arnaud comprend que malgré leur supériorité numérique, les Alliés ne passeront pas, du moins pas sans tourner le dispositif russe. Alors, tandis qu'ils continuent à attaquer de front, ils demandent à un régiment de zouaves, équipé d'une batterie d'artillerie, de contourner l'ennemi par la côte. Les pentes de ce côté sont extrêmement raides, et les Russes n'ont pas jugé utile de les protéger, tant l'ascension de ces ravins leur semble impossible. Cependant, nous l'avons dit, les zouaves sont des unités expérimentées qui ont de plus l'habitude du terrain montagneux. Les falaises de Crimée ne sont après tout pas plus difficiles à surmonter que les falaises d'Algérie, si bien que les soldats d'Afrique s'exécutent immédiatement. Compris quand même de terribles efforts, ils traversent l'Alma puis font l'ascension d'une colline non défendue, débarquant ainsi tout à coup sur la gauche russe. Ce mouvement tournant donne un avantage décisif aux Alliés, car l'ennemi doit se redéployer soudainement pour éviter d'être encerclé, soulageant alors toute la ligne de front. Comme les Français ont fait installer des canons sur la rive droite pour soutenir l'avancée des zouaves, ils peuvent désormais tirer en enfilade et dans le dos des défenses russes. L'effet de surprise est total, et certains profitent pour relancer tous les assauts. Sur le centre, à Bourliouk, les conscrits de la région d'Orléans sont soutenus par la Légion étrangère. De la diversion créée par les zouaves pour enfoncer des lignes et pour s'emparer de villages. Quant à eux, les Britanniques ont reformé leurs lignes et avancent désormais avec plus de discipline. Les volées de balles minées empêchent les Russes d'utiliser leurs baïonnettes et en fin d'après-midi, toutes les collines sont conquises par les ennemis. Le régiment de Jack sont plantés sur les hauteurs du champ de bataille, tout en entendant le cri de vive l'empereur et de vive la reine. Après le pendant des zouaves, la prise de Bourliouk et les assauts réussis des Britanniques sur la gauche, l'état-major allié revendique la victoire. Toutes les lignes avancent, que ce soit du côté anglais ou du côté français, et les Russes quittent leur position. Du point de vue des officiers du tsar, il faut immédiatement mettre en retraite vers Sébastopol et préparer en urgence la défense de la ville. Même si la Russie dispose d'une armée gigantesque, de plus d'1 million d'hommes, la ligne est une presqu'île sur laquelle les ressources sont extrêmement limitées. Le ravitaillement des troupes dépenderait de la flotte russe pour acheminer de la nourriture depuis les côtes, mais ce sont les Alliés qui ont la suprématie là-bas. Résultat, imaginons que le tsar retrouve et soit même pas un quart de son armée, et ses soldats flottent les uns après les autres. Sans contrôle des mers, le niveau d'attrition dans la région est extrêmement élevé, d'autant plus que le col est mal défendu. Cette fine bande de terre qui relie la Crimée au continent est vulnérable à un autre débarquement et elle est constamment surveillée. Et l'armée d'Orient espère terminer la guerre en quelques semaines. Krásy, preváž dokonalý večer. Rozplýva se príjemný kráľovský. Keď som sa bola prejsť v Čerešniach, tak vlastne ma najviac oslovila Latina. Príde mi taký symbol, to miesto, kde sa vlastne ľudia skádzajú, trávia spolu ten čas, či už deti alebo rodiny.
Valma, situé à 45 km au nord de Sébastopol, les Alliés complètent leur débarquement, la manœuvre la plus risquée de la campagne. En revanche, deux inconnus persistent pour la suite des opérations. D'abord, comme les Russes ont réussi à s'échapper, l'effet de surprise sur lequel comptait l'état-major pour prendre la grande cité portuaire de Crimée tout ballot. Sous la direction du commandant Menchikov, la ville est mise en état de siège et ne se rendra pas se combattre. Ensuite, puisqu'il ne reste que 3 mois avant l'hiver, les Occidentaux sont mal préparés, eux qui sont encore persuadés que les températures seront clémentes durant la saison froide. Si la guerre se prolonge, les Dorions pourraient bien finir comme la Grande Armée en 1812, victorieux sur le terrain, mais vaincus par la géographie. Le 9 octobre 1854, les troupes alliées ont parcouru les 40 km qui séparent le pas de Sébastopol et s'approchent de leur destination. La route des Cosaques, située à l'ouest, le mer, situé à l'est, et passant par 80 séparant le pays de 127 km de cette sur 6 km. Les Français sont positionnés aux deux extrémités, les Britanniques ont pris position au centre, les Turcs sont toujours relégués à des rôles secondaires malgré leur insistance. Quant aux Russes, prennent appui sur des collines, sur des vallées, pour ralentir l'avancée ennemie et donner le temps à la garnison de se renforcer. Menchikov est désormais prévenu, que ce soit sur la terre ou sur la mer, il est en infériorité numérique comme technologique, sachant que les renforts n'arrivent que d'ici quelques semaines. Alors, pendant que l'armée ralentit l'envahisseur, Menchikov fait s'aborder des dizaines de navires, de façon à bloquer complètement l'entrée de la rade. C'est une mesure désespérée, quoiqu'elle a le mérite de rendre impossible un assaut amphibie contre le port, les canons franco-britanniques ayant déjà vaincu les défenses russes à Odessa. Derrière, les communications entre chaque rive sont assurées par des ponts flottants reliant la citadelle au fort Catherine, Michel et Constantin, ainsi qu'au fort du Nord, niché à 100 mètres de haut. Même si les Alliés font le choix d'assiéger la ville par le sud, les officiers du tsar ne le savent pas et Menchikov prend toutes ses précautions. Sinon, le commandant fait renforcer une série de bastions qui sont placés en avant de la cité. Est en ouest, le Petit Rodan, près de la mer, le fort Malakoff, devant les casernes, le Grand Rodan plus bas et 3 autres redoutes devant les habitations sont censés bloquer la progression des Alliés. Sébastopol est donc ceinturé de défense terrestre et côtière, d'annoncer les renforts de l'hiver. Mais si les températures devenaient clémentes pour le débarquement, elles descendent drastiquement au mois d'octobre. Les conditions de vie des soldats deviennent terribles, le choléra fait son apparition, emportant même la vie de certains officiers comme Saint-Arnaud. L'artisan de la victoire de Valma est terrassé par des douleurs aux intestins et laisse son armée orpheline d'un commandant compétent, événement dont les Russes ne tardent pas à tirer profit. Or, comme le remarque Menchikov, les Alliés ont installé 2 routes logistiques pour mener à bien le siège. L'une passe par le port de Kamiek à l'ouest, l'autre passe par le port de Balaklava au sud. Si les Russes s'emparent de prendre des 2 lignes d'approvisionnement, ils pourraient affamer les troupes franco-britanniques déjà affectées par le choléra. Aussitôt dit, aussitôt fait, Menchikov attaque Balaklava le 25 octobre en mettant à contribution les renforts tout juste arrivés du flanc du Danube. Les Britanniques sont surpris sur leurs arrières et sont en infériorité numérique dans la zone. Les crêtes des collines sont à peine fortifiées et sont rapidement capturées par l'assaillant. Cependant, les officiers russes se montrent trop timorés dans leur offensive. Peut-être par crainte des fusiliers qui font des ravages dans leur rang, ils attaquent notamment les Britanniques qui réussissent en retour à repousser leur charge de cavalerie. C'est le régiment des Highlanders qui sauve le port de Balaklava grâce à sa discipline et à sa puissance de feu, magnifié qui plus est par de superbes costumes traditionnels écossais. Ils sont jetés dans la ville de la fumée et ne tombent faire avec classe. Contre pour éviter d'être submergés par les Russes, les Anglais font alors charger la cavalerie et le récompense. Terrible perte. La moitié de leurs cavaliers sont touchés par l'ennemi, ce qui leur attire un puissant français témoin de scène. C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre. C'est des folie, dit-il, de les Britanniques qui poussent les fiertés, c'est indispensable, la cavalerie montée. Au mois de novembre, les Alliés tentent de façonner les défenses de la ville en multipliant les bombardements.